Merci Arnaud. Je pense qu'on va passer à la table ronde, probablement la partie aussi la plus intéressante. On va se poser des questions sur l'IA en Euroradio. On voit avec cette présentation, tout d'abord, que les techniques non supervisées, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme derrière. Hein. Deuxième réflexion, c'est l'aspect multi-organes. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Là, c'est une IA sur la neuroradio, mais c'est pareil sur le foie, sur le poumon, etc. Et une vision globale. Et je pense que c'est aussi cette vision d'avenir qu'il faut avoir sur l'IA pour qu'elle nous aide au mieux avec encore plus de données. Voilà, ça c'est les deux choses que je retiens. Alors j'ai une première question, peut-être pour Pierrick, peut-être pour Charles aussi, pour tout le monde, hein, notre collègue de Pixil. Je rappelle d'ailleurs qu'à 16h40, il y a une présentation de la société Pixil que je remercie. C'était les gagnants du challenge, Data Challenge DGFR en 2019, sur la prédiction dans la sclérose en plaques. Je pense que ça va être très intéressant. Bon, c'est petite parenthèse. Alors, première question, le modèle économique. Comment ça se passe en pratique? Alors, sur les outils open source, comment vous valorisez finalement cette activité parce que c'est du temps saveur, etc. Et puis après, on viendra aux autres outils qui sont utilisés par les libéraux ou dans les services publics. Comment on fait pour valoriser cette activité? Combien ça coûte et qui paye? Alors pour l'instant, c'est le citoyen qui paye l'électricité qui a derrière et nos salaires. Donc nous, on considère qu'on transfère cette technologie le plus rapidement possible vers nos collègues qui font de la recherche clinique, puisqu'on n'a pas de marquage, c'est uniquement dans le milieu académique. Donc le gain, il se retrouve ici, c'est-à-dire dans la rapidité de transfert vers la recherche clinique ou les neurosciences. Et ensuite, bien sûr, on travaille à leur valorisation avec soit des partenariats comme Geodesics ou d'autres compagnies qui, in fine, rapportent des royalties aux universités, au CNRS et ainsi de suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ni les universités ni le CNRS ont pour but de marquer ces différents outils, donc d'aller commercialiser directement avec eux. Ça passe soit par une start-up, soit par une compagnie, soit par... Oui, parce qu'on peut imaginer un moment où il y a peut-être 1 million de données et un moment où vous n'allez pas pouvoir suivre. Donc il faudra bien une valorisation. Tout à fait, surtout avec le coût de l'énergie qui augmente. C'est une thématique qu'on a abordée avant même la guerre en Ukraine. Il faut savoir qu'un serveur consomme en électricité en termes de prix un tiers de son coût par an. Donc là, on essaye de rationaliser, on essaye aussi de mettre du contrôle qualité pour enlever les processus qui ne serviraient à rien, dans une vision plutôt écologique en fait de notre activité. Et à terme, il faudra qu'on trouve des rentrées d'argent. Donc là, c'est est-ce que les royalties issues de la vente de ces logiciels vont servir à payer de l'électricité pour que les académiques puissent en jouir gratuitement, ou alors on fera payer aussi les académiques. Ça, on ne sait pas encore. D'accord, très bien. Peut-être, Charles, aux États-Unis, comment ça se passe en pratique, tu sais? Un petit peu de la même façon, je dirais. Il y a probablement, traditionnellement, les États-Unis sont plus agressifs avec les startups et c'est peut-être plus souple de partir d'une technologie issue de l'acadème vers la startup. Moi-même, je suis nul dans le domaine, donc je me disais que j'allais peut-être parler avec les collègues après, comment peut-être valoriser certaines de nos technologies. Mais voilà ce que j'ai un petit peu à dire. Une autre chose que je pense c'est intéressant, c'est la valeur pas seulement des algorithmes, mais de la donnée. Et aussi on peut, je pense, voir que le plus on a de données et le plus ces modèles, les jumeaux numériques, etc. vont être plus précis, plus granulaires, et donc avoir une augmentation, on espère, de la valeur diagnostique. Il y a probablement un toit, mais c'est pour ça que j'ai pensé vraiment à l'aspect coopératif, et donc je pense qu'il faut peut-être réfléchir aussi à des nouveaux modèles économiques qui sont symbiotiques entre les différents acteurs, y inclut peut-être même les patients. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors moi, juste pour être un peu de contexte, Pixil, on est une start-up assez jeune, hein, de 2015, issue de l'académie, de l'INRIA et de l'INSERM.
On fait des outils d'aide au diagnostic pour les radiologues, pour aider les radiologues, les aider à aller plus vite, les aider à avoir plus confiance dans les résultats qu'ils trouvent, dans les anomalies. On est spécialisé sur le cerveau, l'IRM du cerveau. Moi, je suis scientifique. Parler de budget, tout ça, c'est un peu moins mon domaine. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en start-up, moi, je suis passé de 15 années d'académie à ça fait 5 ans que je suis en start-up maintenant. Ça coûte une fortune de développer un outil qu'on peut derrière mettre dans les mains des radiologues. Alors effectivement, il y a le temps pour développer les algorithmes, il y a l'acquisition des bases de données, l'acquisition des annotations qu'on fait faire par les radiologues, mais derrière, il y a tout ce qui est les affaires réglementaires. Si on veut mettre un outil dans les mains d'un radiologue dans la pratique de la routine clinique, il faut le faire d'une certaine façon, il faut faire une documentation complète, il faut le valider, il faut le suivre derrière lorsqu'on le vend. Et ça a un coût qui est incroyable. Moi, j'ai eu tendance à le sous-estimer au départ. Et surtout maintenant, avec l'IA, toutes ces affaires réglementaires ont beaucoup évolué ces dernières années. On est passé du MDD au MDR au marquage CE qui nous met encore plus de contraintes. Et c'est très bien d'ailleurs, parce que tout ce domaine évolue énormément, mais ça coûte encore plus cher. Merci. Arnaud, tu voulais dire un petit mot là-dessus ou on passe à une autre question? Sur le modèle économique, on sent quand même juste bien que les algorithmes qui vont être remboursés, c'est ceux qui auront des essais cliniques qui prouvent une efficacité pour le patient. Et quelque part, je suis toujours un peu étonné que les investisseurs qui investissent dans les sociétés, quand ils voient les premiers remboursements d'algorithmes suite à des essais cliniques, ne disent pas aux startups, ok, mettez toutes vos forces dans la réalisation d'un essai clinique, quoi. Quelque part, c'est comme ça que vous allez favoriser l'adoption de votre logiciel et que vous arriverez à le distribuer au plus grand nombre. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut qu'il y ait une force clinique pour que le logiciel soit utilisable. On voit sur les fractures osseuses, on a Millevue, on a Glimmer, il y en a d'autres. Ce qui est intéressant, c'est combien de fractures sont ratées, combien de fractures ne sont pas ratées grâce à l'IA, et finalement combien ça coûte de rater une fracture. Parce que dans les hôpitaux, je sais un peu, ce qui coûte très cher, c'est les procès. Un procès, c'est plusieurs millions d'euros, donc il faut faire le ratio pour savoir combien ça coûte. En libéral, c'est peut-être le temps. Je ne sais pas. Donc il y a peut-être plusieurs modèles. Pour l'industrie, c'est peut-être d'avoir des bases normatives centralisées. Donc c'est une réflexion à avoir, je pense, au cas par cas. Mais en tout cas, c'est une réflexion importante. On l'a vu ce matin, pour certains qui étaient là, peut-être le Ségur de la santé numérique. La présentation d'Olivier Clatz, qui a le portefeuille du Ségur numérique, 2 milliards d'euros. Ils vont investir sur le numérique. Donc ils sont prêts à investir sur les institutions pour que ce soit ni le patient qui paye, ni le médecin, mais l'État. Donc il y a plusieurs modèles, je pense. Alors j'ai une deuxième question un peu pour tout le monde, le modèle juridique. On prend l'exemple, ça a été très bien montré dans la sclérose en plaques. Le logiciel va dépister des nouvelles lésions ou pas. Donc c'est une aide, très bien. Néanmoins, le patient est traité, il développe par exemple une LEMP, leucoencéphalopathie multifocale progressive. Derrière, il a des séquelles, voire il décède. Qui est responsable? Comment ça se passe? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est le radiologue? Est-ce que c'est... Voilà, je ne sais pas. Je suis... Encore une fois, c'est les organismes des affaires réglementaires qui définissent un peu tout ce cadre juridique. Nous, on a un logiciel marqué CE classe 2A, c'est-à-dire qu'on va donner des informations au radiologue, mais derrière, c'est le radiologue qui prend la responsabilité derrière de ce qu'il va annoncer, du diagnostic qu'il va faire. Nous, on s'en décharge justement parce qu'on est dans cette catégorie-là. Ça serait complètement possible, envisageable d'aller passer en catégorie 3 et d'avoir plus de prendre la responsabilité de certaines choses. Si vous voulez vous décharger de la responsabilité de certaines choses, on peut l'envisager. Mais encore une fois, ça va avoir un coût extraordinaire. Et combien est-ce que vous êtes prêt à payer pour vous décharger d'une certaine responsabilité ? Rien du tout. D'où quand même, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que au final, l'expertise nécessaire, c'est une détection des choses, et il y a l'expert qui va valider tout ça. Et on voit bien que l'IA évolue considérablement, mais on voit aussi que notre métier de radiologue évolue aussi considérablement pour justement accentuer ce temps d'expertise et de valider les outils. Je réfléchis à l'exemple de l'épilepsie que tu as montré, Arnaud.
dans ce contexte où en fait l'IA produit un cible. Et en fait, c'est couplé après avec un essai de traitement qui peut valider ou pas valider le cible. Donc, quelque part, parce que tu donnes ça à un radiologue, on va rien voir. On va rien voir. C'est vraiment l'algorithme qui trouve des différences très très subtiles qui évidemment ne sont pas visibles à l'œil nu. Et donc le radiologue, je pense, ne va pas pouvoir valider. Mais ça va être validé par ex juvantibus. Alors, déjà, on est très mauvais en tant que radiologue pour les dysplasies corticales, premièrement. En plus, généralement, on va regarder ça en rapport avec la séquence FLAIR. C'est vraiment une analyse qui est multimodale. Et dans mon expérience, pour le cas particulier de l'épilepsie, c'est que finalement, on peut, en dehors des lésions très focales qui sont évidentes, on peut avoir des suspicions de dysplasie à un endroit. Si la SEEG n'est pas au même endroit ou le EEG est au même endroit, ils ne vont pas opérer. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre ça dans le contexte global à chaque fois. Donc mais je suis d'accord que c'est des anomalies qui sont très subtiles. Mais pour finir, pour le modèle économique, la question c'est sans ces technologies, probablement il va y avoir plus de patients qui vont avoir des traitements, dans le meilleur des cas, qui sont pas utiles, dans le pire des cas avec des effets secondaires ou des... Et donc il faut mettre ça dans le contexte économique aussi, je pense. Je suis bien d'accord avec cette remarque. Effectivement, pour que l'outil soit opérationnel, qu'il marche, qu'il soit financé, il faut une valeur clinique. Il faut revenir à ça, il faut que ça soit utilisé par les radiologues, mais également par les urgentistes pour les fractures, les neurologues, etc. Sinon, ça ne marchera pas. Ça, c'est un point majeur. Je crois que tu avais pas mal de questions, Arnaud, aussi, ou sinon j'en ai d'autres. Oui, je peux poser 2-3 questions si vous voulez. Moi, je suis assez sensible finalement à l'approche de l'IA au niveau de la population parce que ça nous ramène à nos études de médecine. On étudiait des cas cliniques, on se rappelait souvent des patients et le fait finalement de pouvoir voir dans une cartographie des patients dont on connaît l'histoire clinique et se dire bah oui, peut-être que ce patient-là il ressemble à celui-là que j'ai vu il y a 5 ans et que tu m'as rappelé à cet endroit-là, ça pourrait être assez précieux. Donc Charles, François, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous y voyez un intérêt finalement d'avoir une explicabilité au niveau de la population en tant que radiologue finalement, quoi, pas forcément que thérapeute? Moi je ne suis pas radiologue, je suis rien en clinique. Mais pour moi, c'est extrêmement intéressant. J'espère que je vais avoir la chance de te parler après coup. Mais je pense que c'est la façon de progresser. Au début de ma carrière, c'est pour ça que j'ai commencé à rassembler beaucoup de données de sclérose en plaques d'une façon structurée, etc. Et la vision était bonne, l'exécution algorithmique moins bonne, mais heureusement il y a d'autres gens qui prennent ce relais-là. Absolument, moi je pense que c'est essentiel aussi pour la compréhension vraiment de pathologies qui aujourd'hui sont classifiées de façon binaire mais qui ne le sont pas. Cette notion de continuum dans les maladies, elle est majeure et je suis toujours un peu étonné, et j'en profite de le dire parce qu'il y a pas mal de startups qui sont dans le coin, que quand on rentre des résultats à un radiologue, on lui répond souvent oui ou non, y compris pour du screening de fracture ou douteux, mais douteux c'est pas suffisant, on devrait savoir pourquoi l'algorithme il doute, comment il doute, un petit peu, moyen, beaucoup, comment vous voulez qu'on accepte des choses si on ne nous en dit pas plus finalement. Et effectivement, vous l'avez bien dit dans vos présentations tout à l'heure, les modèles d'explicabilité, les heatmaps, les choses comme ça, c'est jamais que remettre un modèle sur un second modèle qui peut aider effectivement, mais c'est pas non plus la panacée. Donc je vais juste me poser sur cette thématique une dernière question à Pierrick et à Alan. Dans vos domaines respectifs, finalement, vous faites beaucoup pour l'explicabilité du deep learning, c'est-à-dire que du côté de Pixil, on est sur de la segmentation de lésions pathologiques. Donc j'ai envie de dire, si l'algorithme fait une erreur, on la verra tout de suite en tant que radiologue. Et ce que je sais aussi que vous faites et qui à mon avis est sympa, c'est que vous travaillez sur l'incertitude de la quantification des plaques de sclérose en plaques. Donc pour commencer par Alan, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et quelle est finalement l'idée d'aller quantifier l'incertitude d'un algorithme à l'échelle locale sur une lésion? Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. Nous, notre but, c'est
au final, c'est un peu de vous faciliter la vie lorsque vous reviewez des images. C'est vous permettre d'aller plus vite parce que vous avez une tâche qui est extrêmement difficile. Reviewer des centaines d'images en quelques minutes pour essayer de trouver des anomalies, c'est pénible, c'est pénible. Moi, ce que je veux, c'est vous aider à aller un peu plus vite sur ces choses-là. Et voilà, j'ai des algorithmes qui mettent en évidence des anomalies, des anomalies de matière blanche, des hyperintensités en flair. Et pour moi, il y a une chose qui est c'est différent si je mets en évidence une belle grosse lésion en plein milieu du cerveau qui est sûr à 100% que c'est une lésion. Ça ne sert à rien que vous passiez du temps à aller reviewer ça. Là, on a vraiment besoin du radiologue, c'est quand il y a des petites hyperintensités qui sont subtiles. Nous, on a parfois du mal à faire la différence entre un artefact et une lésion de matière blanche. Parfois, il y a de la matière blanche un petit peu sale, où c'est difficile à distinguer si est-ce que ça, c'est une nouvelle lésion ou pas. Donc oui, on travaille sur ça. Si je vous donne la possibilité de classer toutes les nouvelles lésions en CEP qu'on trouve par ordre d'incertitude de l'algorithme, comme ça vous reviewez directement, vous cliquez sur une lésion, vous savez si l'algorithme il est certain ou pas, vous la validez ou vous l'invalidez, et ça met à jour le rapport. C'est là où on peut aller vraiment, vraiment vite. Mais pour faire ça, pour afficher l'incertitude de l'algorithme en IRM du cerveau, là, c'est extrêmement difficile. Il y a des entreprises qui le font, par exemple pour les fractures, où ils mettent une boîte englobante autour de la fracture avec un petit chiffre. Mais ça, c'est sur les radios, c'est en 2D. Visuellement, ça marche. En IRM du cerveau, les anomalies qu'on peut trouver, elles vont avoir des formes qui sont en 3D, qui sont assez complexes. Comment est-ce qu'on les affiche, nous, dans votre viewer PACS? Je pense qu'il y a un travail à faire ici entre les radiologues, les fournisseurs d'IA et les constructeurs de PACS et de visualisateurs pour qu'on puisse avoir la possibilité de vous afficher ça. Nous, on a un prototype, on l'a mis en relation avec un PACS, il y a un bouton à cliquer, ça affiche la flaire précédente, la flaire courante, toutes les lésions, mais ça demande à avoir une interface supplémentaire. Donc, je pense qu'il y a un petit verrou technologique ici. Il y a quelque chose à faire, les trois acteurs, pour qu'on soit capable de vous afficher justement ces informations supplémentaires qu'on aimerait bien vous mettre entre les mains. Ouais, j'ai une petite réflexion sur le degré d'incertitude. J'ai entendu qu'il y avait des cabinets de radiologie libérale qui sont équipés des solutions de mammographie qui ont justement ce type de degré d'incertitude et qui se disent si l'algorithme dit qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de cancer ou de microcalcification, je ne regarde plus la mammo. Et en sachant peut-être que c'est un contexte particulier qui est celui de la deuxième lecture, Forcomed, etc. Mais c'est vrai qu'il y a cette réflexion-là d'avoir que quand tu quantifies le degré d'incertitude, bah, tu as aussi le risque que dans une optique de flux un petit peu, il y a des IRM qui soient plus regardés, quoi. Donc c'est une vraie réflexion qui doit être collégiale, effectivement, quoi. C'est aussi à nous de faire l'effort d'éduquer nos utilisateurs et de les suivre. On reste un dispositif classe 2A. C'est le radiologue qui prend la responsabilité de ce qu'il écrit. Mais ça, c'est nous, notre responsabilité, et de le faire comprendre aussi aux radiologues, ça, à notre utilisateur. Juste une petite question pour Pierrick. Parce que Pierrick travaille beaucoup sur un modèle de détection de la maladie d'Alzheimer qu'il a montré rapidement dans ses briques tout à l'heure. Donc il fait l'effort finalement de limiter l'information au voxel du cerveau, ce qui n'est pas toujours le cas. On a tous entendu parler des modèles de deep learning qui classent des radiographies standards sur les étiquettes, sur le côté de la radiographie ou sur des données qui sont non médicales. Et j'aurais bien aimé avoir l'avis finalement de Pierrick, savoir s'il pense qu'il va atteindre un degré d'explicabilité suffisante via ce type d'algorithme de détection des démences ou autres, avec des technologies qui s'intéressent qu'à l'information médicale. Alors, ma réponse va être oui et non. Donc, en fin de compte, on utilise deux types d'approches. On utilise des approches volumétriques, plutôt basées avec des modèles en cours de vie. Donc là, on a l'explicabilité, elle est directe. C'est-à-dire, c'est un peu comme sur l'obésité d'un enfant. Si on est au-dessus de la courbe et qu'on est proche de la courbe de l'obésité, en fin de compte, l'explication, elle est sur la moyenne de la population. On travaille aussi sur des modèles basés IA, auquel cas, ici, on retourne dans les problèmes d'explicabilité dont on a parlé tout à l'heure, mais nous, on l'a un peu transformé. Au lieu d'utiliser des cartes qu'on appelle des cartes de chaleur, comme
l'a montré Charles. Nous, on vient directement en chaque point donner un score pour dire à quel point ce voxel appartient à un pattern anatomique qui est similaire ou pas à un autre patient avec la maladie d'Alzheimer. Et du coup, on n'a pas une donnée qui est qualitative, parce que pour l'instant, toutes les méthodes d'explicabilité, elles sont qualitatives, c'est-à-dire elles n'ont pas une valeur qui est quantitative, c'est-à-dire que ça soit 1, 2, 3 ou 4, en fait, ça ne change rien, c'est juste le rapport par rapport aux autres voxels de l'image. Et nous, on va avoir une valeur quantitative qui va dire ici, finalement, je donne un score de -1, donc je suis à peu près sûr que ça appartient à un pattern anatomique qui appartient à la maladie d'Alzheimer. Et du coup, nous, on a un peu renversé le problème, c'est-à-dire on va utiliser l'IA pour générer une carte de risque point à point, et après, on utilise un classifieur qui, lui, va dire s'il y a la maladie d'Alzheimer ou pas. Et le classifieur, on est d'accord que l'expliquer, donner directement la solution au clinicien, c'est pas ça qu'on fait. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir en fait un outil de visualisation des zones à regarder en priorité. C'est plutôt un screening, et en chaque point, on lui donne un score. Et après, oui, on peut faire de la classification, mais c'est pas ça, finalement, le but final. J'aimerais revenir un peu sur la précision en médecine. C'est vrai que si on est précis à 100%, on prédit. On a parlé de maladie d'Alzheimer, mais bon, maladie d'Alzheimer, c'est clinique. Hein, c'est la perte du contact social. Donc, il faut toujours avoir la clinique, la biologie en arrière-pensée. Mais si on a un outil qui est capable de prédire à 100% Alzheimer, pas Alzheimer, ou maladie neurodégénérative au sens large, ça entraîne d'autres problèmes qui sont des problèmes éthiques. Hein, si à 25 ans, vous faites une IRM et on est capable de prédire que vous allez faire une maladie neurodégénérative dans les 40 ans, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein? Bon, on n'y est pas encore, c'est rassurant, mais on s'approche quand même de tout ça et en même temps, si on est capable de prédire, peut-être qu'on est capable de guérir, et ça, c'est le côté aussi positif des choses. Mais voilà, avançons ensemble là-dessus. J'ai une question aussi, tu as commencé à en parler, vous avez commencé à en parler sur l'aspect politique RSE, éco-responsabilité. C'est vrai que c'est à la mode, mais bon, la planète se réchauffe, donc je pense qu'il faut en tenir compte, c'est important. L'IA d'une manière générale, donc tu as donné 2-3 pistes, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut mettre des serveurs au Groenland ou alors sous les lits des patients l'hiver? Enfin, c'est quoi la solution? Je vais laisser après la parole à Alan et Pierrick. Et je pense que la première solution, c'est de n'utiliser les solutions d'IA que quand il n'y a pas d'alternative qui permettent d'améliorer la démarche de soins. Mais après tout, la meilleure façon, c'est quand même l'abstention quand on peut faire autre chose. Donc il faut partir sur une problématique qui n'est pas résolue à l'heure actuelle, plutôt que vouloir automatiser forcément quelque chose qu'on sait déjà faire, quoi. Mais je vais laisser la parole du chercheur. Je vais commencer juste peut-être. Juste une petite remarque, c'est que nous, on ne classifie pas des chats et des chiens. On n'a pas des milliards d'images à entraîner. Nous, lorsqu'on entraîne nos algos, ce n'est pas un mois de calcul intensif sur un cluster. Hein. Ça se compte en quelques heures, en quelques jours. Donc, je pense par rapport aux algorithmes de langage, là, où les algorithmes qui arrivent à générer des images à partir d'une phrase, nous, notre coût carbone, il est vraiment réduit, quoi. C'est un avantage. C'est aussi un inconvénient, parce que comme il disait Pierrick tout à l'heure, voilà, il faut avoir suffisamment d'images pour que les algos ils aient à peu près tout vu. Donc bon, on arrive à générer des images artificielles, mais ça reste quand même difficile. Hein. L'accès aux données en imagerie médicale est assez complexe quand même. Oui, après sur les données, juste rapidement, c'est vrai qu'il y a quand même une évolution majeure sur les métadonnées. Je rappelle juste, vous faites une IRM de prostate, c'est à peu près la taille d'une châtaigne, c'est 1 gigaoctet. Vous faites de l'anapate de prostate, c'est 1 téraoctet. L'avenir, c'est quand même toutes ces données numériques qui vont être ensemble. Donc, il va y avoir quand même de la donnée. Hein. Alors moi, peut-être que je peux dire quelques mots sur ce qui est mis en place dans mon laboratoire. Donc, on est en pleine rédaction d'une charte, justement, écologique. Donc, on y pense, on est poussé par nos institutions, mais aussi, c'est un mouvement, on va dire, sociétal qui est au sein de notre laboratoire. Donc la première chose qui a été mise en œuvre, en tout cas pour les serveurs de Volbrain, c'est qu'on va les mettre dans un bâtiment commun où on paye une seule clim pour tous les serveurs de l'université. La deuxième, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est que dès la soumission de l'image, on va venir ne pas la traiter. Si on voit que par exemple on attend une T1 et que l'utilisateur envoie une T2 ou envoie une T1 d'un chien, donc, souvent ça arrive, tout le monde essaie un peu n'importe comment.
On travaille aussi sur la compression finalement des modèles, c'est-à-dire il y a des modèles très gros qui sont efficaces. Donc, pour revenir un peu à ma présentation, avec le modèle enseignant peut être très gros, mais on peut apprendre un modèle étudiant qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus compressé, qui sera plus rapide et qui finalement va consommer moins d'énergie. Et on essaye de mettre en place ces différents versants pour réduire notre empreinte carbone. Mais effectivement, l'IA, c'est pas le meilleur domaine si on est un écologiste pur et dur. Je ne sais pas si j'ai bien saisi, mais ce que tu disais avant, c'était aussi le manque de données par rapport aux données sur les chats et les chiens. Et là, évidemment, il y a ces solutions que je ne comprends pas en détail de federated learning et ces approches inverses d'envoyer les algorithmes enfin se balader entre les sources de données d'une façon ou d'une autre. Et justement, mais c'est le contraire de centraliser, de rendre efficace au niveau écologique. On va voir par la suite, je crois. Mais l'apprentissage fédéré, c'est effectivement le fait de sortir que les hyperparamètres de l'IA des centres de santé et pas de faire sortir les données de santé. Et c'est vrai que c'est un impact écologique majeur parce qu'on va envoyer un tableau CSV ou une suite de chiffres plutôt qu'une suite d'images. Et au-delà d'avoir un impact majeur en termes de sécurité des données. Donc c'est effectivement vers là qu'il faut aller au maximum. C'est ce qu'on fait du coup à la start-up depuis la création. On s'est dit on fera de l'apprentissage fédéré. Ici il y a des gens comme Dedalus qui distribuent des box qui sont Ségur compliant, c'est-à-dire qu'ils font pas sortir les données de santé. Donc soit tu fais tu joues tout en local, mais auquel cas les startups elles perdent quand même un peu de propriété intellectuelle, c'est-à-dire qu'elles ne gagnent pas de la data en échange potentiellement de vendre le produit moins cher, ou tu ne fais sortir que les hyperparamètres de l'IA. Et encore un nouveau truc, ça s'appelle l'apprentissage par S1 qui a été publié dans Nature, et il n'y a même plus de serveur central pour recevoir les hyperparamètres de l'IA, c'est les centres qui sont équipés qui communiquent entre eux sans serveur central. Là c'est pas loin d'être de la science-fiction, en tout cas dans le domaine médical, mais ça pourrait arriver du jour au lendemain, quoi. D'accord, très bien. On arrive à la fin de la session. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce qu'on ne vous a pas trop interrogé, mais est-ce que vous avez des questions pour les experts? Ne pas hésiter. Hein. Oui, n'hésitez pas. Des questions. Bon, écoutez, on vous libère et continuez bien ces journées. À très vite. Bon congrès à tous, merci. Bon congrès.